notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. Février 2000. Fleur de l'Empole est en carénage à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. Embarqués depuis 3 jours à peine, 10 jeunes forment le nouvel équipage qui va effectuer la 2e moitié du tour du monde. Ils viennent d'Angleterre, d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, du Brésil ou de France. C'est en grattant la coque qu'ils font connaissance avec la Fleur, ce bateau qui les a tant fait rêver. Rob est capitaine de l'équipe de cricket de son collège. Il se découvre des talents de metteur en scène pour diriger Sophia l'italienne et Jonathan le kabyle. Ce matin, on va aller filmer au marché. Apprendre à manier les caméras fait partie des 1001 tâches nouvelles auxquelles nous devons nous initier pour mener à bien notre mission de jeunes reporters. Nos séquences seront incluses dans les films. Par petites équipes, nous partons visiter Nouméa. Capitale politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer français situé à 20 000 km de la métropole, Nouméa affiche sans complexe ses ambitions. Être un lieu où il fait bon vivre, au bord du plus beau lagon du monde. Elle offre à ses 110 000 habitants, principalement d'origine européenne, un niveau de vie élevé et toutes les distractions possibles. Pourtant, ce n'est pas exactement le genre d'endroit que nous rêvions de découvrir. Je n'imaginais pas du tout Nouméa comme ça. Oui, je suis vraiment déçu. Avec les yachts et tout ça, cela ressemble plutôt à Monaco qu'à Nouméa. On ne voit aucun kanak. C'est le monde occidental qui a tout installé ici. Les Européens sont arrivés et ils ont apporté leur religion, leur culture, mais on ne rencontre plus aucun kanak. Où est-ce qu'ils sont passés? Le parc du centre-ville ressemble au parc de nombreuses villes françaises, mais la végétation y est tropicale et luxuriante. Nous rencontrons quelques kanaks. Les premiers habitants de cette région du Pacifique Sud, comprise entre l'Australie, la Papouasie et la Nouvelle-Calédonie, ont la peau noire. On les appelle les Mélanésiens. Marie habite un squat dans la périphérie de Nouméa. Elle nous invite à lui rendre visite. Tout au fond de la rade de Nouméa se trouve le squat de Nouville. De nombreux kanaks vivent dans ces squats autour de la ville, depuis une génération parfois. C'est là votre maison? Oui, c'est là. Là, c'est chez... Bonjour. Et c'est vous qui l'avez entièrement construite? Oui, c'est mon beau-frère qui a fait. Et vous avez pas l'eau courante, mais vous avez l'électricité ou pas là? Avant, on avait l'électricité, mais là, il n'y a plus. Il n'y a plus? C'est-à-dire que c'était pas de l'électricité, c'est un peu électrogène. Les squats ne sont pas qu'une réponse à la cherté de Nouméa. Ils correspondent aussi au goût des kanaks pour une vie communautaire proche de la nature. Et vous avez des enfants ou pas? Moi, je fais 15, et puis après 16, 17, 18, 19, 21, 22. Ah, j'en ai plein, monsieur. C'est chaque année, il y a un bébé. Moi, ce qui m'a plus frappé chez Marie, c'est que depuis qu'elle a 15 ans, donc mon âge, ben, elle a des enfants chaque année. Et maintenant, elle a 35 ans et puis on lui a demandé le nombre d'enfants qu'elle avait. Et elle avait un peu du mal à nous dire. Elle ne se rappelait plus vraiment. Les travaux progressent. Il nous faudra une dizaine de jours pour que la Fleur soit prête à reprendre la mer. Et venez un peu voir, je vous ai ramené une petite surprise du squat. C'est quoi?
C'est quoi? Ben, c'est Marie qui me les a offerts. Ça sent la coco? Bah, c'est normal que ça sent la coco. Parce que c'est des verres de bambou. Ah, quelle horreur! Ça se mange? Donc, bah oui, ça se mange. Et en fait, là, il trempe dans la coco pour avoir meilleur goût. Mais c'est pas grave, tu peux manger. Donc, on va goûter. Ah! C'est dégueulasse. Tu croques, mais tu manges pas la tête. Tu vois, c'est bon, je t'avais dit. Ça n'a pas de goût en fait. Ah, mais t'es dégueulasse. C'était bon. Toi d'abord, toi d'abord. Non, les deux en Ces même temps. vers appétissants vivent dans les troncs pourris des bancs couliers. C'est un mets qu'apprécient les Calédoniens. Il y a même des concours de dégustation. Toukawe pourrait peut-être s'inscrire. C'est un drôle de goût, c'est un peu dégueulasse. Différent. Différent, on va dire. On peut avoir un verre d'eau. Si, j'ai verre les filles. Parfois, le soir, nous nous rendons dans l'un des nombreux nakamal de Nouméa. C'est un endroit étrange, quelques baraques de bois, un terrain vague, pas d'électricité, juste la lueur d'un feu. Les Kanaks, et depuis peu les Blancs, aiment y déguster une boisson encore plus étrange, le kava. Tirée de la racine d'un arbuste de la famille des poivriers, elle a des propriétés relaxantes. Le nakamal est un peu une enclave de la culture mélanésienne, au cœur de la ville des Blancs. Nous avons rencontré un Kanak, Dédé, qui aime nous parler longuement de sa culture. Comment vous trouvez le kava? C'est bizarre. Ouais. C'est pas bon, on Ça- nous avait prévenu. Moi, c'est anesthésie, on dirait. C'est anesthésie un peu. C'est un peu doux. Vous pouvez vous apercevoir qu'autour de nous, il y a des immeubles. Et dans un nakamal, puisque l'espace où on boit le kava, on appelle ça un nakamal. On fait beaucoup plus, si vous lisez les BD de Obélix et Astérix, on fait vraiment un village gaulois au milieu des Romains, quoi. Au milieu de la ville. Et c'est très important sur le plan sociologique. Et le calme, la quiétude, la fraternité, vous verrez des gens de différents horizons, de différents partis politiques, de différentes races, consommer le kava. Ce que vous pouvez difficilement voir en Calédonie. Ça se termine en bagarre, à travers dans les bars notamment. Et le kava, c'est peut-être l'un des rares moyens où on rapproche les hommes. Et le fait que le kava ait une influence sur le physique, eh bien ça nous empêche d'être violents, déjà. On nous parle parfois des violences qui ont opposé les communautés calédoniennes. Elles restent comme des blessures dans les mémoires. Nous avons pu remarquer un fossé entre le monde des Blancs, maîtres du pays depuis sa colonisation, et celui des Kanaks, premiers occupants de cette terre. Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons rencontré Anne Pitoiset, journaliste et historienne. Alors Anne, là maintenant ça va faire quelques jours qu'on est arrivé en Nouvelle-Calédonie et en fait on ne sait pas grand-chose sur l'histoire du pays. Bon, alors ce qu'il faut savoir sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est une des dernières terres qui a été découverte par les Européens. Sur cette terre vivaient des Mélanésiens, que maintenant on appelle synthétiquement Kanaks. Et c'est ce qu'on appelle une colonie de peuplement, c'est-à-dire que la France a planté son drapeau, a décidé que c'était terre française, et pour la développer, a amené des bagnards, des prisonniers politiques, des petits délinquants, mais aussi des colons libres, c'est-à-dire des personnes qui finalement ont décidé de quitter l'Europe et de refaire leur vie ici en Calédonie parce qu'on leur donnait de leur terre, c'était une nouvelle opportunité. En 1774, 3500 ans après son peuplement par les Mélanésiens, la Nouvelle-Calédonie fut découverte par le capitaine Cook. Ce sont les Français qui prirent possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853. À l'époque, les droits des peuples autochtones n'étaient pas reconnus. En 1900, la population mélanésienne avait diminué de moitié. Tous les Kanaks étaient parqués dans des réserves. Ils ne possédaient plus que 8% des terres, les plus pauvres. Leurs nombreuses révoltes furent sévèrement réprimées, leurs chefs déportés ou condamnés à mort.
Dans les missions, les Kanaks apprenaient la religion chrétienne, mais aussi la culture des Blancs. La plupart des missionnaires et des administrateurs pensaient qu'apporter la civilisation française à ceux que l'on considérait comme des sauvages était un bienfait. La culture des indigènes était méprisée. Quelques rares missionnaires entreprirent pourtant de l'étudier. À partir de 1864, 20 000 forçats furent condamnés au bagne en Nouvelle-Calédonie. La France cherchait à se débarrasser de ces mauvais éléments. Ils furent employés à la construction des routes ou aux travaux des mines dans des conditions difficiles. Les mines ont fait la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Le territoire est, aujourd'hui encore, l'un des premiers producteurs mondiaux de nickel. L'essor des mines a attiré de nombreux immigrants volontaires. Ces colons libres ont rarement fait fortune sur leur terre d'exil. Ils ont survécu difficilement dans de petites exploitations agricoles. Les descendants de ces Français installés depuis de nombreuses générations sur le territoire s'appellent les Caldoches. Ils ont en commun un fort attachement pour cette terre d'accueil, sans oublier pour autant la lointaine métropole dont ils sont issus. Pour eux, la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit bout de France en plein Pacifique Sud. Nous décidons de nous séparer en deux équipes. Raphaël et moi, Elsa, allons partager la vie d'une famille d'éleveurs implantés depuis plusieurs générations, les Bouviers, à la fois. On trouve toutes sortes d'animaux dans leur ferme, même des autruches. Bien vite, Élodie, l'aînée des deux filles de la famille, nous met au travail. Chez les Bouviers, on a rarement le temps de se tourner les pouces. À quelques kilomètres de là, Marion et Max se rendent dans la tribu de Watom. Gérard, le chef du village, nous accueille. Nous allons faire la coutume, comme on dit ici. On a ramené le mano. Et puis, est-ce que tu peux nous faire la coutume? Oui. Merci. Voilà. Je suis très heureux de recevoir ta main et cette politesse que vous venez en tant que visiteur. Mais voilà, je vous remercie. Et puis maintenant, c'est ouvert. Hein. Vous pouvez aller chez moi, vous pouvez aller chez les gens de la tribu. Partout où vous allez, c'est ouvert, la porte elle est ouverte. Voilà. Merci. Merci. Ah, ici c'est la maison. La maison. Mon épouse, Marie-Georgette, c'est nous aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est Marie-Georgette. Ça va? Oui, oui. Moi, c'est Marion. Nous faisons connaissance avec les enfants de la famille de Gérard. Rudy, Jérémy et Jason, un jeune Caldoche qui passe ses vacances chez eux. Ils vont nous guider à la découverte de leur univers. Tous les matins, nous nous retrouvons à l'école de la foi. Elle accueille des élèves de toutes couleurs, Kanaks, Calédoniens de souche, mais aussi les enfants des immigrés venus de Polynésie, de Wallis, de Chine ou du Vietnam. Arrivés lorsque la demande de travailleurs était forte, ces communautés ont fait souche en Nouvelle-Calédonie. Tous reçoivent ici un même enseignement. C'est une école rurale semblable à celle-ci qui a formé il y a quelques décennies un jeune Kanak dont le nom allait devenir célèbre, Jean-Marie Djibaou. En 1975, il est ordonné prêtre. Mais quelques années plus tard, Jean-Marie Djibaou quitte le sacerdoce pour se consacrer à la lutte politique. Il faut que les jeunes soient comme les cocos qui, en tombant, restent au pied du cocotier et prennent racine. Son objectif, redonner aux Kanaks leur fierté, leurs droits, les terres dont ils ont été dépossédés. Djibaou crée un parti indépendantiste, le FLNKS. Sous son impulsion, les Mélanésiens relèvent la tête. Mais la République n'est pas prête à répondre à leurs revendications. Au cours des années 80, la tension entre Caldoches et Kanaks monte inexorablement. Les affrontements violents se multiplient. Le territoire semble au bord de la guerre civile. Djibaou déclare unilatéralement l'indépendance de la Kanaki. Je salue l'emblème national de Kanaki et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaki. Que Kanaki vive! En avril 1988, c'est le drame.
les indépendantistes d'Ouvéa ont pris des gendarmes en otage. L'assaut des forces de l'ordre se solde par un lourd bilan, 21 morts. Pour éviter le pire, les chefs des deux communautés décident de signer avec le Premier ministre un compromis, les accords de Matignon en juin 88. Ils conviennent de repousser à 10 ans la question de l'indépendance et de mettre à profit cette période pour améliorer la condition des Kanaks. Mais le 4 mai 1989, Jean-Marie Djibaou est assassiné avec l'un de ses compagnons par un indépendantiste qui lui reprochait d'avoir signé un accord avec les Caldoches. Tu as versé ton sang. Ce n'est pas pour rien que tu as versé ton sang. Pour que le peuple soit debout. Le peuple kanak. Merci Djibaou. Merci mon fils. La mort de Djibaou a aidé les deux communautés à sortir de l'impasse. Comme si les gens avaient pris conscience de l'inutilité de la violence. La paix est revenue. Comme ça. Pour faire le feu. Voilà. Après, tu fais comme ça, regarde. Tu vois, allez, tu piques. Mais il faut toujours regarder, parce que deux fois, il y en a, ils piquent à l'envers. Ça, c'est l'endroit. C'est là où la feuille, elle pousse, tu vois, regarde. Les Calédoniens originaires de métropole ont associé les Kanaks à la gestion du pays. Un effort d'éducation et de redistribution des richesses a été entrepris. Dans les tribus comme chez Marie-Georgette et Gérard, la vie n'a pas été profondément modifiée. Mais aujourd'hui, les habitants de Watom n'ont plus honte d'être Kanaks. Marion, tu vois, Lignon? C'est ça? Oui. Bien sortir la terre. L'igname, pour le Kanak du pays, c'est un tubercule très important. Hein. C'est comme un enfant. C'est comme on prend soin d'un enfant. C'est terrible, la tradition des Kanaks. Hein. Mais on le donne de main à main. Hein. Quand on l'arrache du champ, déjà, on l'enveloppe déjà de paille, déjà, afin de ne pas le blesser. Pour l'homme, c'est très important. Il sert aussi à faire le bougna. Ce sont des plats traditionnels du Kanak et c'est des choses très importantes pour le pays. Et c'est une richesse pour moi et c'est quelque chose de très important que je vais transmettre aux enfants. Ça a l'air bon. C'est ça le fameux bougna? Oui. Bona bona. Voilà. Voilà. Ça, c'est des filles de la brousse. Ça, c'est des mômes qui bougent. Allez. Plus bas dans la vallée, nous ramassons du bois avec la famille Bouvier pour la cuisine. Ça va remonter. Vérifie toujours qu'il n'y ait pas quelque chose qui te blesse. Regarde, il y a un clou dessus, fais attention. Les revenus des familles d'agriculteurs sont souvent modestes. Les Bouviers vivent de produits de la terre, une terre qui ne livre ses fruits qu'au prix de beaucoup de sueur. Écoute l'odeur qui vient de la cuisine. Tu ne peux pas l'entendre avec ça, mais écoute l'odeur qui arrive de là-bas. Mon Dieu. La viande est cuite, le haricot vont pas. Les Kanaks et les Caldoches partagent une même terre, mais ils en ont une perception très différente. Chez les Kanaks, la propriété de la terre est collective. Ils l'ont reçue des ancêtres et ne cherchent pas à la rentabiliser. Ils ont un lien très fort avec le monde végétal. Il fait bien le mouvement, hein. Il va réussir parce qu'il a 34 façons déjà. C'est merveilleux. Ah oui. Je peux laisser longtemps? Ah oui. Ici, c'est la feuille de guyave. Hein. C'est bien de manger la guyave. Elle est riche en vitamines, la guyave. C'est le fruit du territoire le plus riche en vitamines, suivi du poivron. Quand on attrape la chiasse, et tu sais que la chiasse, c'est difficile à arrêter. Hein. Oui. Tu la fais bouillir de l'eau très forte, hein, parce qu'elle est amère. C'est instantané, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ok. Ici, c'est la feuille de baume. La feuille de baume, il y a de l'alcool dedans. C'est terrible. Tu peux te couper un instant, là. Je peux frotter la feuille, je mets un coup dessus, ça sera terrible. Terrible l'alcool qu'il y a dedans. Et celui-ci, là, c'est très important. C'est pour les brûlures graves. Ça, c'est très glacé. C'est froid, c'est froid. Quand on met une quantité sur toi ici, on attache avec les lianes de bagnon. Ça refroidit totalement le corps, ça garde la température normale. C'est glacé, c'est un truc qui est glacé. Ah, quand il y a le vent, ça fait vachement. Ça glace. Une très bonne douche. Très bonne douche. Très très bonne. Elle est pas froide. Un peu, c'est juste. Voilà 10 jours que nous sommes ici. Tous les soirs, lorsque le soleil se couche derrière la montagne, Jérémy et Jason prennent leur douche, puis regardent la télé, avant la prière quotidienne en famille. Gérard est un chrétien très convaincu, ce qui n'est pas le cas de tous les Kanaks. Heureux celui qui lit
Il est très important de lire la parole de Dieu. Je vous ai exhorté hier à lire la parole de Dieu. Hein? Il est bon de lire les bouquins, c'est vrai que les gens ils écrivent. Ça, ce sont des humains, demain ils passent, ils disparaissent. Le bouquin, demain il disparaît, il n'a plus de valeur. Mais la parole, elle est toujours, et elle continue son œuvre dans le monde entier. Qu'on le veuille pas, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est pénétrable. La Bible nous dit, elle est comme une épée à double tranchant. Un jour, j'ai pris le bidon d'essence, j'ai vidé sur le feu, et le bidon d'essence n'a pas explosé. Parce que Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit comme ça, je te garderai, je te protégerai, quel que soit ce qui va arriver. Alléluia. Dieu garde, Dieu protège. Bona. Petit. Ah. À l'aube, Jean-Louis Bouvier et ses voisins ont rassemblé le bétail pour le traiter contre les parasites. Ces éleveurs passent une partie de leur vie à cheval, comme de vrais cow-boys. Mais ce matin, Jean-Louis est soucieux. Le gouvernement rachète des terres cultivées par les Caldoches pour les redonner aux Kanaks, en réparation du préjudice subi il y a plus d'un siècle parfois. Ces terres, les Calédoniens de souche les ressentent comme étant les leurs. Pourtant, Jean-Louis sait bien que l'avenir du pays ne peut se construire que sur des bases équitables. En 1998, 10 ans après les accords de Matignon, un nouvel accord a été signé à Nouméa entre le gouvernement, les Caldoches et les Kanaks. La question de l'indépendance a encore été repoussée. La décision sera prise par référendum dans 15 ans. D'ici là, les accords de Nouméa représentent une base solide pour préparer l'avenir. Pour la première fois, le gouvernement reconnaît explicitement les torts qui ont été faits aux Kanaks et leur droit à décider eux-mêmes de leur destin. Mais aussi le rôle joué par les Calédoniens originaires de métropole dans le développement de la Nouvelle-Calédonie. Dans les accords de Nouméa, chaque communauté reconnaît que son destin est lié à l'autre et que la Nouvelle-Calédonie est leur pays commun. Et qu'est-ce que tu penses du fait que les Kanaks veulent reprendre leurs terres? Je trouve ça normal pour eux, mais pas normal pour nous parce que nous, on leur a presque tout apporté et c'est... Et tu crois qu'eux, ils voulaient que vous leur apportiez quelque chose? Tu crois qu'ils voulaient que les Caldoches leur imposent leur culture et tout ça? Je sais pas. Et comment tu vois ton avenir avec les Kanaks? Est-ce qu'un jour tu pourrais te marier avec un Kanak par exemple? Moi non, mais... Pourquoi? C'est leur façon de vivre que j'aime pas trop et leurs coutumes. T'as des amis Kanak? Oui, j'en ai plusieurs. Tu t'entends bien avec eux? Oui, très bien. Mais quand tu dis que les coutumes et tout ça, elles sont bizarres, pourquoi elles sont bizarres? Pour moi, elles sont bizarres, je sais pas. T'as déjà assisté à une de leurs coutumes, par exemple? Non, mais des fois, à la télé, on le voit. Élodie a toujours vécu proche des Kanaks. Ils sont ses amis. Mais elle avoue ne pas connaître leurs coutumes. L'un des grands combats de Jean-Marie Djibaou a justement été de révéler aux Blancs la culture des Mélanésiens afin de rapprocher les communautés. Inauguré en 1998, le centre Djibaou représente la concrétisation de l'un de ses rêves. Nous l'avons visité avec nos compagnons de Watom et de l'AFOA. Vous étiez déjà venu dans le centre Djibaou? Non. Oui. Et qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Les statues, les tableaux, le cinéma. Pourquoi? Parce que ça représente la culture kanak. On veut renseigner et transmettre notre culture à nos enfants. Et puis nos enfants vont transmettre à leurs enfants, puis, etc. Est-ce que vous seriez capable de vivre comme vos ancêtres? Non. Parce que les vieux s'habillaient, mettaient juste un bambou sur le sexe. Tandis que moi, quand je suis née, on m'habillait avec du linge. Et comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? Il n'y a plus de racisme, parce que je trouve pas ça normal de nos jours qu'il y ait des conflits racisme entre les deux peuples, Kanak et Caldoche. Moi, j'aimerais que dans l'avenir, les Kanak et les Caldoches, tout ça là, ne faites pas la guerre. Ne fassent pas la guerre entre eux. Qu'on soit tous ensemble, qu'on soit noir, blanc, vert, jaune, rouge, violet, de toutes les couleurs.
Quel est l'avenir des enfants calédoniens maintenant? J'aurais envie de répondre que l'avenir des enfants calédoniens, il va être ce qu'ils vont en faire. En fait, c'est à eux de le déterminer, c'est à eux de le faire. Donc l'avenir, il ne s'oppose pas seulement en termes d'indépendance et non-indépendance, il se pose aussi en termes de métissage. Est-ce qu'ils vont savoir rencontrer les autres communautés? Et le métissage, c'est pas seulement le métissage blanc-kanak, c'est le métissage aussi avec les Indonésiens, les Vietnamiens. C'est aussi, est-ce qu'ils vont savoir s'entendre sur ce qu'ils veulent, quel type de pays ils veulent, quel développement économique, qu'est-ce qu'ils sont prêts à partager aussi les uns avec les autres. En hissant les voiles, nous souhaitons tous revenir un jour en Nouvelle-Calédonie, cette île si belle et si attachante, pour revoir nos compagnons. Le rêve de Jean-Marie Djibaou est en train de devenir le leur. Puissent-ils le réaliser ensemble ?